la séance serait enregistrée, mais pour le moment, permettez-moi de passer la parole à Dr. Jean-Cédric Kwam pour partager avec nous les préliminaires, les données préliminaires qu'il a pu recueillir sur le terrain. Dr. Jean-Cédric. Merci beaucoup, Jim, de me passer la parole. Permettez que je partage mon écran pour faciliter la présentation. Voilà, je vais aller un peu rapidement pour permettre qu'on fasse une sorte de faire le tour des principaux, des premiers résultats que nous avons déjà recueillis dans le cadre de cette recherche. Donc, la recherche est intitulée « Décoloniser l'aide, perspective de l'Afrique subsaharienne francophone ». La présentation va se faire comme suit. Donc, je vais d'abord présenter le contexte, ensuite les objectifs de la recherche, la méthodologie que nous avons utilisée, les principaux résultats et les principaux domaines d'action. Tout d'abord, il est important de définir ce que c'est que l'aide, parce que nous parlons de décoloniser l'aide. C'est quoi l'aide internationale? Nous définissons l'aide internationale comme étant une assistance volontaire, nous insistons sur le terme volontaire, fournie à des pays étrangers ou à des populations étrangères. En Afrique subsaharienne, nous nous sommes rendus compte que l'aide internationale a pris véritablement son envol au début des années 60, dans un contexte qui est marqué par la décolonisation de nombreux pays et la volonté également des pays colonisateurs, soit de reconquérir ces pays qui venaient d'acquérir leur indépendance, ou alors par leur volonté d'assurer leur pérennité ou alors leur influence au sein de ces anciennes colonies-là. Également, l'aide internationale a pris son essor dans le désir des métropoles, des anciennes métropoles, de contribuer au développement des territoires. Pourquoi? Parce que ces territoires sont restés longtemps sous la dépendance des métropoles et du coup, avec du mal à prendre véritablement leur essor économique. Donc, l'aide s'est inscrite dans ce cadre-là. Et l'aide internationale revêt généralement deux formes. On a soit des dons, c'est-à-dire une offre volontaire, comme on a dit, sous forme de dons, mais également des prêts. Ces prêts-là ne sont pas faits au taux du marché. Ces prêts-là sont consentis à des taux inférieurs à ceux du marché. Donc, on a deux formes de dons, on a deux formes d'aide. On a soit des dons, on a soit des prêts. Et au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons comprendre comment est-ce que ces deux formes de dons se déploient. Et essayons de regarder ce schéma qui présente l'évolution de l'aide internationale dans les pays, dans certaines régions du monde. Vous allez vous rendre compte que l'Afrique subsaharienne est la région du monde qui a reçu le plus d'aide depuis les années 60. Ça, c'est l'aide en 2020. Vous voyez combien l'Afrique subsaharienne dépasse la plupart des régions en termes d'aide. Mais malheureusement, on se rend compte que cette région, malgré le fait qu'elle reçoit le plus d'aide, est malheureusement l'une des régions les plus pauvres du monde. Elle est parmi l'une des régions les plus pauvres du monde. Pourquoi? Parce que quand nous essayons de regarder l'indice de développement humain, qui est un indicateur statistique qui est calculé par le PNUD de chaque année pour montrer que l'IDH est le plus faible. Donc, regardez l'évolution de l'IDH vous pouvez voir l'évolution, la valeur en 1990, en 2000, en 2010 et en 2017. Il y a des données récentes qui existent, mais j'ai voulu faire cette présentation pour qu'on essaye de voir comment est-ce que l'Afrique subsaharienne est encore en retrait. Il est important ici de rappeler que l'IDH est un indicateur qui tient compte de trois facteurs: l'espérance de vie à la naissance, le niveau d'éducation et le revenu national par habitant. Donc, malgré toutes les aides que nous avons reçues, nous avons un développement qui est en retrait comparativement aux autres régions du monde qui ne reçoivent pas les aides internationales comme nous. Donc, l'aide internationale reste insuffisante, voire même inefficace pour réduire les inégalités qui existent entre les pays subsahariens d'Afrique et le reste du monde. Dans la littérature, il y a plusieurs auteurs qui justifient cette inefficacité de l'aide. Pourquoi? Parce qu'on se dit, les anciennes métropoles, alors les pays donateurs ont dit, bon, on vous aide pour contribuer à votre développement. 40 ans après, 50 ans après, 60 ans même après, cette aide n'a pas suffi.
Et les auteurs attribuent donc cette inefficacité de l'aide au fait que les pays bénéficiaires n'ont pas une bonne connaissance même déjà des problèmes sociaux, une bonne maîtrise des problèmes sociaux auxquels ils sont confrontés. Également, d'autres auteurs pensent que l'aide internationale est très mal gérée par les principaux garants, notamment les États. D'autres pensent que l'aide internationale n'est pas, les motivations des bailleurs, des principaux pays donateurs ne sont pas bonnes. Il y a des auteurs qui estiment que l'aide internationale est comme une contrepartie pour exploiter nos ressources naturelles. Donc, on nous donne 100 francs pour prendre, par exemple, 1000 francs, c'est-à-dire on exploite davantage nos ressources naturelles, ce qui nous appauvrit davantage. L'aide internationale également nous rend dépendants. Vous allez vous rendre compte que la plupart des pays d'Afrique subsaharienne sont des économies qui ne peuvent pas influencer les marchés. C'est-à-dire, malgré toutes les ressources que nous avons, malgré même notre participation au marché international, nous ne pouvons pas influencer les prix. Donc, les motivations des bailleurs ou alors des principaux donateurs n'est pas très bonne. Ce sont des auteurs qui pensent cela. Également, il y a des auteurs qui pensent que l'aide internationale est détournée par les décideurs politiques. C'est la raison pour laquelle elle est inefficace. Donc, voilà un certain nombre de facteurs qui expliquent l'inefficacité de l'aide en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne, qui reçoit le plus d'aide. Donc, il se pose donc aujourd'hui la question de la décolonisation de l'aide, la décolonisation du développement au sein de l'aide humanitaire. C'est devenu aujourd'hui une délibération urgente. Plusieurs pensent qu'il faut un déplacement du pouvoir et vers les acteurs sociaux. Pourquoi? Parce que l'aide telle qu'elle est conçue est très mal gérée par les décideurs politiques. L'aide telle qu'elle est conçue, les décideurs n'influencent pas assez les donateurs qui ont des motivations pas toujours correctes. Donc, il faut aujourd'hui une certaine décolonisation de l'aide pour que les acteurs sociaux prennent une partie du pouvoir. Et on s'est rendu compte que de nombreuses conversations ont déjà été entamées, notamment dans les communautés anglophones, mais la communauté francophone est restée à l'étroit ou alors en retrait de ces conversations-là. Alors que vous, comme le savez tous, la partie anglophone, francophone représente plus de 70% des pays de la région. Allô, docteur Jean-Cédric? Allô, Subsaharienne, peut-être Afrique ça. subsaharienne. Allô? Oui, on t'avait perdu pour quelques minutes, mais c'est bon maintenant. Quelques secondes, mais c'est bon maintenant. Donc, je peux revenir en arrière. Oui, juste oui, en arrière. Oui. Oui, là bon. où tu parlais que les pays francophones font partie de à peu près 70% des voilà, pays. Très bien, voilà. Oui. Voilà, donc j'étais donc en train de dire que la décolonisation de l'aide est devenue aujourd'hui une délibération urgente. On pense qu'il y a beaucoup de conversations qui sont engagées et qui pensent qu'il faut un certain déplacement du pouvoir vers les acteurs sociaux. Et les conversations ont bel et bien déjà été entamées dans les communautés anglophones, mais la communauté francophone est restée en retrait jusqu'au jour d'aujourd'hui, et alors qu'elle représente plus de 70% des pays de la région subsaharienne. Donc, la question donc, que nous de la société civile d'Afrique subsaharienne francophone sont-elles capables d'influencer la volonté de décoloniser l'aide internationale dans les pays du Sud? Et assez large, nous avons voulu faire le tour. Quels sont les problèmes qui existent déjà dans le domaine de l'aide internationale en œuvre pour garantir une collaboration équitable entre les acteurs, notamment les ONG locales et les ONG internationales? Quel rôle pourrait jouer la société civile? Les organisations de la société civile d'Afrique subsaharienne francophone sont-elles véritablement prêtes à collaborer avec les homologues des communautés anglophones? Ainsi de suite. Donc, voilà un certain nombre de problématiques que nous avons posées. Et les détails sont bien dans le rapport que nous avons rédigé. Et les objectifs, c'est quoi en fait de la recherche? Il faut combler déjà le fossé dans les conversations qui existent entre les communautés francophones et les communautés anglophones, c'est-à-dire
il faudrait que la communauté francophone se positionne sur la nécessité de coloniser l'aide. Et il faut également documenter les perspectives et faciliter les connexions. Pourquoi? Parce que pour avancer un peu plus dans ce dossier, il est important que non seulement que les communautés francophones se positionnent, mais également il faut documenter cela pour présenter à toutes les parties prenantes de l'écosystème pour dire voici ce que les acteurs pensent et voici ce qu'ils sont, ils sont prêts à faire pour apporter du changement. Donc, quels sont les objectifs de la recherche? Premièrement, nous voulions examiner les principes fondamentaux de l'aide internationale au développement et la manière dont ils sont appliqués dans le contexte des pays francophones subsahariens, apprécier l'impact de l'architecture actuelle de l'aide internationale, identifier les défis rencontrés. Il y a un certain nombre de défis auxquels sont confrontées les organisations de la société civile. Il nous a paru important d'identifier ces défis-là, identifier les domaines potentiels de changement, analyser les conditions. Pourquoi? Parce que s'il faille mettre en place, avancer dans le dossier de l'aide internationale, nous n'ignorons pas qu'il y a un certain nombre de conditions qu'il faut remplir, aussi bien pour les organisations de la société civile que pour les gouvernements et même pour les principaux bailleurs. Donc, il était important pour nous d'analyser ces conditions et enfin faire des recommandations. Allô, docteur Jean-Cédric? Pertinente pour exploiter. Nous avons fait ce qu'on appelle Dex Research pour voir un peu ce qui existe. Allô, allô, docteur Jean-Cédric? Allô? Je pense qu'on a perdu docteur Jean-Cédric, donc permettez, il va nous rejoindre dans quelques... Voilà. Allô? Je suis là. Oui, je suis là. Voilà, j'étais au niveau de la méthodologie. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, oui, Allô? oui, continuez. À Voilà, partir merci d'ici. beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Donc, notre méthodologie, nous sommes appuyés sur 4 méthodes principales. Déjà, nous avons entamé tout par la recherche documentaire, par une recherche documentaire pour voir ce qui existe dans la littérature. Et nous avons également mené des échanges formels avec des acteurs de la société civile. Peut-être parmi vous, il y a des personnes qui ont pris part au groupe de discussion que nous avons organisé et même au webinaire que nous avons tenu tout début de ce projet. Nous avons également mené des entretiens, des enquêtes de terrain ou alors des enquêtes en ligne. Nous avons envoyé un questionnaire que plusieurs d'entre vous certainement ont rempli. Et nous avons mené des échanges informels avec des personnes ressources, c'est-à-dire autour de nous, nous avons interrogé certaines personnes ressources sur la question de la décolonisation de l'aide internationale et le positionnement éventuel de la société civile francophone. Donc, l'enquête a été réalisée auprès de 171 organisations de la société civile réparties dans 13 pays, c'est-à-dire 171 organisations de la société civile ont rempli le questionnaire. Les villes étaient réparties dans 13 la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, l'enquête a été administrée, comme je le disais tantôt. Et ce questionnaire, avant d'être administré, a bien été et nous avons également mené une cartographie de la grille de réponse que nous avons un premier coup d'œil sur les résultats. C'est le Niger qui s'est positionné en tête, donc 23 organisations nigériennes ont rempli le questionnaire. Au bas de l'échelle sur le Burundi, avec seulement 2 OSC qui ont pu remplir le questionnaire. Mais déjà, nous voulons dire merci à tous ces OSC qui se sont déployés pour pouvoir apporter leur contribution à la réalisation de ces recherches. Les activités principales, nous avons voulu savoir exactement ce que font ces OSC avant de
avant de déterminer à la fin si elles sont capables véritablement d'influencer et si elles sont à même de collaborer avec leurs homologues anglophones. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre pour collaborer dans les entretiens. Beaucoup d'acteurs sont d'avis qu'il faut déjà évoluer dans les mêmes secteurs d'activité, il faut avoir les mêmes centres d'intérêt, il faut avoir les mêmes priorités en matière d'atteindre les objectifs de développement durable. Donc, nous avons essayé de voir comment est-ce que les OSC, dans quel domaine est-ce que les OSC évoluent, quelles sont leurs principales activités. Bon, dans la recherche, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons voulu savoir quelle est l'activité principale, quelle est l'activité secondaire, quelle est l'activité tertiaire, l'activité qui se positionnait en troisième position. Donc, toutes ces activités sont considérées comme des activités principales, mais vous allez vous rendre compte que pour certains OSC, telle activité est activité secondaire et activité tertiaire. Donc, c'est très facilement lisible dans le rapport. Il ressort des résultats que le soutien des personnes vulnérables est la principale activité pour 20% des OSC et que l'appui technique aux agences gouvernementales est l'activité principale pour seulement 1% d'OSC. La cible, vous convenez avec moi que pour influencer, il faut avoir déjà la cible. Et même quand on parle de décolonisation de l'aide, il est important de savoir s'il faut attribuer une aide à WACC. Il faut savoir qu'est-ce que WACC cible, quelle est sa cible pour pouvoir au mieux bien orienter l'aide ou alors pour que l'aide soit efficace. Donc, nous sommes interrogés aussi, nous avons posé la question de savoir quelle est la cible, quelles sont les cibles des OSC. Et nous avons aussi voulu faire cette classification, cible principale, cible secondaire, cible tertiaire. Vous pouvez bien voir les couleurs. Donc, la population générale est la cible principale pour 36% d'OSC, la cible secondaire pour 17% d'OSC et la cible tertiaire pour 22% d'OSC. Donc, cette répartition, ces données sont lisibles dans le rapport ou alors apparaissent dans le rapport que nous avons fourni. Vous pouvez avoir une véritable idée des 171 OSC que nous avons pu interroger. Alors, je pense qu'il y a une erreur qui s'est glissée. Si ce n'est pas les affaires, excusez-moi, l'échelle en bas. Donc, ce sont plutôt les défis des OSC qui évoluent en Afrique subsaharienne francophone. Ce n'est pas l'activité principale, comme je disais tantôt. Le premier défi, ce sont les fonds. La plupart des OSC font face à beaucoup de problèmes de financement. Vous êtes tous là, vous n'en démentirez pas. Donc, 28% d'OSC estiment qu'elles n'ont pas assez de financement pour poursuivre leur mission, leur objectif. Et c'est un défi pour seulement 8% d'OSC, défis secondaires et défis tertiaires pour 13% d'OSC. Donc, cette nomenclature nous montre également les principaux défis et vous allez vous rendre compte que le conflit d'intérêts avec les autorités publiques locales n'est pas un défi. Donc, les OSC sont avec les autorités publiques locales. Ce n'est pas un problème pour elles. Les OSC et les autorités publiques locales, c'est ce que les données disent. Donc, voilà également ce résultat que nous avons pu obtenir à l'issue des enquêtes que nous avons menées. Alors, docteur Jean-Cédric, votre connexion est faible et apparemment, ça crée les inconsistances dans ta soumission. Allô, vous m'écoutez? Oui, c'est bon, vous m'écoutez? Oui, oui. Donc, s'il vous plaît, de temps en temps, bien vouloir vérifier si nous sommes avec vous, parce qu'il y a quelques coupures à fur et à mesure. D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci. OK. On peut avancer? Oui, oui, merci. Voilà, merci. Donc, j'étais en train de dire, après avoir identifié les principales activités des OSC et également leurs cibles et ensuite leurs principaux défis, nous avons voulu savoir, étant donné que
l'accès au financement est le principal défi auquel font face la plupart des OSC, notamment 28% d'OSC. Nous avons voulu savoir si elles bénéficient, si elles ont déjà bénéficié une fois de l'aide et quel type d'aide. Donc, il y a plusieurs OSC, il y a plusieurs OSC qui ont bénéficié déjà d'une aide et nous avons voulu savoir quel type d'aide. Nous avons présenté l'aide technologique, l'aide technique, l'aide économique et l'aide financière. Et voilà ce que les résultats nous disent. Avant d'avancer, il est important de souligner que ces 13 pays d'Afrique subsaharienne francophone que nous avons identifiés ont été répartis en 3 grands blocs. Nous avons les pays d'Afrique centrale, les pays du Sahel et les pays d'Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Parce que nous savons que ces 3 grands blocs en Afrique subsaharienne n'ont pas les mêmes réalités. Économiques. Donc, nous avons voulu savoir qu'est-ce qui se passe en Afrique centrale, qu'est-ce qui se passe en Afrique de l'Ouest et qu'est-ce qui se passe dans le Sahel. Donc, il ressort que l'aide économique est la principale aide des OSC en Afrique subsaharienne, suivie de l'aide financière. Donc, véritablement, le financement est véritablement un défi auquel font face les OSC francophones et cela est connu des principaux bailleurs. J'espère que nous sommes ensemble. Oui, nous sommes ensemble. Merci. Voilà. Et ces aides reçues proviennent de plusieurs sources. Nous avons les ambassades, le secteur privé, les organisations multilatérales, les organisations bilatérales, académiques et les organisations des Nations Unies. Je ne vais pas insister là-dessus. Bon, c'est important de recevoir l'aide, mais est-ce que les OSC sont véritablement satisfaites des aides qu'elles reçoivent? Nous avons interrogé et il ressort que 68% des OSC sont satisfaites de l'aide reçue, de l'aide internationale reçue, tandis que 32% ne sont pas satisfaits. Ce qui nous intéresse, ce sont ces 32%. Pourquoi est-ce que 32% des OSC ne sont pas satisfaits de l'aide qu'elles reçoivent des organisations, de leurs principaux bailleurs ou alors des principaux donateurs? C'est une question que nous nous sommes posée. Et nous avons également cherché à savoir, est-ce que les OSC sont favorables, notamment ces OSC qui ne sont pas satisfaites, est-ce que les OSC sont favorables à une décolonisation de l'aide? Les résultats montrent que seulement 4% sont non favorables. Donc, 96% estiment que l'aide internationale doit être transférée, c'est-à-dire une partie de l'aide devrait être, ou alors une partie du pouvoir devait être transférée. Les OSC ont leur mot à dire dans la gestion courante de l'aide. Que ce soit les OSC qui sont satisfaites et celles qui ne sont pas satisfaites, au total, nous avons 96% des 171 OSC interrogés qui estiment qu'il faut bien un déplacement du pouvoir vers les acteurs sociaux. Les principales raisons évoquées, il y a plusieurs raisons qui ont été évoquées par ces OSC. L'aide internationale crée une dépendance des pays. Nous avons posé un certain nombre de questions. Je ne vais pas trop appesantir là-dessus. Je vais prendre quelques 3-4 exemples. Il y a 37% d'OSC estiment que l'aide telle qu'elle est conçue crée une certaine dépendance du gouvernement à l'égard des bailleurs. Tandis que d'autres estiment que l'aide ne contribue pas au développement, l'aide telle qu'elle se présente ne contribue pas au développement des communautés locales. Pourquoi? Parce que les gouvernements n'ont pas une bonne maîtrise, une parfaite maîtrise des réalités sociales, donc parce qu'elles ne collaborent pas assez avec les OSC. Donc, collaborer avec les OSC ou alors les bailleurs internationaux en collaborant avec les communautés locales directement, les OSC directement, l'aide aura un peu plus d'efficacité. Donc, il faut décoloniser l'aide. Et il y a d'autres qui estiment, 23% estiment que le gouvernement ne fournit pas ou ne partage pas des informations sur leurs décisions avec les acteurs sociaux, c'est-à-dire quand il faut définir les stratégies régionales, sous-régionales, locales, le gouvernement ne communique pas assez avec les OSC alors que les OSC ont une parfaite maîtrise des réalités du terrain. Donc, il faut une décolonisation. On ne connaît pas jusqu'à ce niveau quelle stratégie mettre en place pour faciliter, pour une meilleure décolonisation. Mais l'idée est qu'il faut il faut poursuivre avec les discussions pour pouvoir contenter ou alors mettre sur la table tous les acteurs des parties prenantes. Il y a d'autres raisons qui ont été évoquées, telles que
l'aide internationale, lorsqu'elle est transférée à un État, contribue à distordre les marchés et à déresponsabiliser les gouvernements. Vous allez vous rendre compte que nos économies sont des petites économies jusqu'à aujourd'hui. Nous ne pouvons pas influencer les marchés internationaux. Pourquoi? Parce que parfois, nous avons peur que l'aide nous sera coupée ou alors que les prêts que nous allons demander au Fonds monétaire ne nous seront pas accordés parce que je vous ai dit tantôt que l'aide revêt deux formes. Il y a les dons et les prêts inférieurs au taux du marché. Il y a ce qu'on appelle les prêts non concessionnels. Ce sont les prêts que les Fonds monétaires internationaux et la Banque mondiale accordent aux pays pauvres à des taux très faibles. Donc, parfois, ces prêts ne nous permettent pas de nous positionner véritablement sur le marché en tant que producteurs. Donc, il y a des auteurs qui pensent qu'il faut décoloniser. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de ça déresponsabilise nos gouvernements, ça déresponsabilise nos marchés, ça rend nos marchés peu efficaces. Donc, il y a un certain nombre comme ça d'arguments qui ont été évoqués, mais à l'issue, nous convenons que malgré le fait que 96% des acteurs sont d'avis qu'il faut décoloniser l'aide, il est important de savoir, ou bien il était très, très important de mentionner que cette décolonisation de l'aide va passer par un certain nombre de conditions. Et il y a un certain nombre de conditions préalables. Et c'est sur la base de ces conditions-là que nous allons véritablement engager les discussions avec toutes les parties prenantes, notamment les décideurs publics et même les bailleurs internationaux. Premièrement, il faut augmenter l'engagement de défis auxquels font face nos sociétés. Il faut renforcer la coopération avec les partenaires internationaux, la coopération entre les OSC locales et les OSC internationales. Il faut impliquer les OSC dans la définition et la mise en œuvre des plans stratégiques de développement locaux et nationaux. Donc, voilà un certain nombre de conditions que nous avons relevées et 69% d'OSC estiment que premièrement, il faut augmenter l'engagement politique et la sensibilisation des décideurs nationaux sur un certain nombre de questions. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de problèmes de gouvernance, on a des problèmes de démocratie qui empêchent un développement durable et inclusif de nos sociétés. Pourquoi? Parce que nous sommes d'avis que nous devons tous évoluer dans des sociétés libres, des sociétés démocratiques, des sociétés équitables, des sociétés durables et inclusives. Donc, il faut véritablement augmenter l'engagement politique des décideurs dans ce sens. Et donc, voilà, les résultats sont présentés de manière exhaustive dans le rapport que nous allons certainement partager avec vous dans les jours à venir. Donc, comme principaux domaines d'action, premièrement, il faut reconsidérer la manière dont la communauté internationale fournit l'aide. Quelles sont les motivations? Est-ce que ces motivations sont véritablement avérées? Il faut que la société... Hello, Dr. Jean-Cédric. Bien vouloir vérifier votre connexion, s'il vous plaît. Pour examiner cela et donner son point de vue sur qu'est-ce que... Oui. Est-ce que vous m'entendez? Non, il y a une interruption dans la qualité de votre son. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Je vous entends très bien. Je vous entends très bien. Oui, je vous entends très bien. Oui, on vous a perdu là où vous étiez en train de partager avant les remerciements. Oui. Principaux domaines d'action. Oui, j'essaie de partager mon...
Hello? Vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, tu es sur la première page. Est-ce que vous voyez mon écran? Voilà. Bon, c'est bon. Vous voyez mon écran? Oui, toujours sur la première page, décoloniser l'aide. Qui a le sujet de votre présentation? Oui, principaux résultats. Principaux résultats. Vous voyez mon écran? Hein? Oui, sur la page principaux domaines d'action. Voilà. Oui, nous pouvons commencer à partir d'ici. Voilà. Donc, après, merci beaucoup pour les interruptions de la connexion qui n'est pas très bonne, stable. Voilà. Donc, permettez que je rentre en arrière. Voilà. Après les conditions préalables, parce que nous sommes d'avis, si nous convenons tous qu'il faut un transfert de pouvoir vers les acteurs sociaux, il y a un certain nombre de conditions préalables à remplir. J'étais en train d'expliquer tantôt. Mais pour y parvenir, il faut déjà reconsidérer la manière dont la communauté internationale fournit l'aide et même les motivations. Il faut véritablement impliquer les OSC dans la définition et la mise en œuvre des plans stratégiques de développement, c'est-à-dire que ce sont les domaines dans lesquels nous devons intervenir en tant qu'OSC. Il faut renforcer les capacités des OSC en matière de plaidoyer pour la décolonisation de l'aide. Pourquoi? Parce que les OSC doivent être conscients du fait qu'elles doivent collaborer ensemble, elles doivent parler d'une même voix aux décideurs, elles doivent parler d'une même voix aux bailleurs internationaux, ainsi de suite. Et même en collaborant ensemble, nous sommes d'avis que les OSC qui évoluent dans un même domaine doivent pouvoir travailler ensemble pour une réponse forte. Et également, il faut créer des plateformes de partage d'informations parce que le problème de l'information est un véritable problème en Afrique et partout. Donc, il faut véritablement créer des plateformes d'information pour partager des infos qui arrivent entre OSC local, sous-régional et régional. Il faut développer des partenariats entre les OSC locales et les bailleurs internationaux. Il y a beaucoup de projets qui sont financés, mais les OSC n'ont pas déjà les capacités, elles n'ont pas l'information, mais elles ne sont pas en partenariat avec les OSC des pays et des donateurs, des pays donateurs. Donc, il faut déjà développer ces partenariats-là. Et enfin, allô, docteur Jean-Cédric. Allô? Allô, docteur Jean-Cédric. Chers collègues, apparemment sa connexion est faible et il s'est déconnecté. Je pense qu'il va nous rejoindre. Docteur Jean-Cédric? Oui. Oui, je pense que ta connexion est tellement faible, mais malgré cela, il y a quelques perspectives que tu as bien partagées. Merci pour ces perspectives qui ont été partagées. Et il y a quelques questions ou suggestions dans le chat que je vais le lire. Et chers collègues, si vous avez des questions, si vous avez des recommandations, des perspectives à partager, bien vouloir soulever votre main et je vais vous appeler pour partager vos interventions. Mais je vais lire
quand même quelques contributions qui ont été partagées dans le chat. Il y a Kyogo Draman. Bonsoir, je suis Kyogo Draman du Burkina Faso. Je participe à la rencontre depuis Marrakech. Merci beaucoup d'être avec nous. Je voudrais dire que le problème de l'aide réside également dans ce que les décideurs politiques font de l'aide et comment cette aide peut profiter à la société civile. Il faut qu'on mène la réflexion à partir de cette hypothèse. Donc, je pense que c'est une belle réflexion, Kyogo, et je pense que Dr. Jean-Cédric va partager avec nous ce que les données qu'il a pu recueillir disent par rapport à cette réflexion. Nous avons aussi Naziva Abdou qui dit amplifier la voix des femmes et jeunes des organisations de la société civile dans la gouvernance du secteur de la sécurité aussi, c'est très important. Je pense que c'est aussi une recommandation qu'elle est en train de partager pour que vous puissiez ou nous puissions prendre en compte. Mais Dr. Jean-Cédric, pour l'instant, qu'est-ce que les données ont pu dire par rapport à cette réflexion ou cette hypothèse que Kyogo Draman partage avec nous? Dr. Jean-Cédric? Et les collègues, si vous avez d'autres... Oui. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux reprendre la préoccupation de... Oui, je vais le faire. C'est dans le chat. C'est dans le chat. C'est Kyogo Draman. Il dit... Non, je me suis déconnecté plusieurs fois. Donc, du coup, je n'ai pas les messages du chat. OK. Il dit, je voudrais dire que le problème de l'aide réside également dans ce que les décideurs politiques font de l'aide et comment cette aide peut profiter la société civile. Il faut qu'on mène la réflexion à partir de cette hypothèse. Donc, c'est sur base de ceci que je dis qu'est-ce que les données ont pu dire par rapport à cette hypothèse que Kyogo suggère. OK, merci beaucoup. Je veux en répondre que ici, nous disons le gouvernement de s'engager ou à collaborer avec les OSC et c'est 27% d'OSC qui ont répondu à cette question-là, qui ont dit, bon, en réalité, ils font comme ils pensent, c'est-à-dire, voilà, il y a une certaine, ils ne pensent pas impliquer les OSC dans leur décision ou alors à les engager dans leur processus de développement, dans la définition des plans stratégiques, des plans de développement. Et c'est l'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, on pense qu'il faut décoloniser. Pourquoi? Parce que, comme je disais tantôt à la fin de la présentation, il faut revoir l'engagement politique de ces OSC-là, de ces gouvernements, pour permettre que la collaboration avec les OSC soit effective. Pourquoi? Parce que les gouvernements n'ont pas une maîtrise des réalités de terrain. Donc, 27% d'OSC sont d'avis avec monsieur et nous également, nous partageons cet avis-là. En ce qui concerne la contribution des femmes, nous avons des données qui nous permettent de voir véritablement le positionnement des femmes. Ce que nous allons faire dans les jours à venir, c'est que nous allons véritablement positionner, donner le point de vue des femmes en relais des femmes qui ont répondu au questionnaire et nous allons examiner, nous allons sortir en 2-3 graphiques ou en 2-3 tableaux véritablement le positionnement des femmes. C'est ce que nous n'avons pas fait jusqu'à aujourd'hui. Je pense que nous allons faire dans la version finale du document. Merci beaucoup les collègues. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres perspectives que nous souhaitons partager? Vous pouvez soulever votre main et je vais passer la parole à celui qui veut partager quelques perspectives. Merci Kyogo Draman pour ces belles perspectives que vous avez pu partager avec nous. Et juste pour dire qu'une fois de plus, c'est une recherche qui est en train d'être menée et ces perspectives qu'on est en train de partager sont tellement importantes et sont tellement nécessaires pour
pouvoir améliorer la qualité, et non seulement la qualité, mais aussi enrichir le contenu de la recherche. Je vois Saïdou Ousmane, il dit « J'ai trouvé très intéressante la présentation. Nous aimerions, si possible, que Waxi partage les différents résultats de cette recherche. » Évidemment, Saïdou, nous allons partager cela. Une fois de plus, c'est une recherche qui est en cours. Nous comptons que ça serait fini d'ici début décembre. Et quand ça serait fini, on va publier cela et bien évidemment, on va partager le rapport avec vous tous. Donc, merci pour avoir évoqué cela. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations ou contributions ou questions? Je disais tantôt que c'est une recherche qui est en cours et certainement, dès que nous publions le rapport, nous allons partager avec vous, avec nous tous, mais aussi c'est très, très capital pour nous à Waxi parce que c'est quelque chose qui s'engage dans notre domaine de travail et de plus en plus, les organisations de la société civile s'impliquent dans ce domaine de travail. Oui, Moustapha Faye, merci d'être avec nous. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Jim. Et merci au docteur qui vient de faire sa présentation. Et puis, je remercie tous les autres personnes qui sont présentes dans cette assemblée. Et je trouve que c'est très pertinent ce que nous venons d'entendre. Je dis que moi, j'ai pris juste le train en marche avec Jean-Cédric, sa présentation, mais ce que j'ai vu dernièrement, en fait, me met encore dans une situation comme quelqu'un qui aimerait entendre des choses qui relèvent de la perspective culturelle. Parce que, vous savez, on est à Ghana, on est à Accra, et puis moi, j'ai oublié de me présenter, je suis Moustapha Faye, je suis étudiant en doctorat en anthropologie médicale à l'Université Laval, et je travaille sur ces enjeux de décolonisation de l'aide internationale dans le domaine de la santé mondiale. Et ce que j'ai lu dans la littérature dernièrement, je pense qu'il serait très pertinent d'interroger Kwame Nkrumah, parce que nous sommes à Accra et on ne peut pas parler de décolonisation sans pourtant revisiter la perspective de Nkrumah. Nkrumah est un des pères fondateurs de la décolonisation, n'oublions pas. Je pense que cette perspective historique et culturelle, Jean-Cédric, ce serait intéressant de l'inclure dans votre analyse, dans votre rapport. Pourquoi je demande ça? Parce qu'il nous faut encore repréciser ce concept de décolonisation et essayer de le retravailler, de le contextualiser. Mais on ne peut pas le contextualiser sans pourtant, en faisant l'économie, de ne pas parler Nkrumah, de ne pas parler de la perspective historique de ce concept. C'est ça que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention. Je ne sais pas, Dr. Jean-Cédric, est-ce que vous avez quelques mots à dire par rapport à cette recommandation ou observation? Non, juste dire merci à Moustapha. C'est vrai que dans le document, je n'ai pas peut-être présenté ça dans ma présentation. Je n'ai pas parlé de ça dans ma présentation. Mais dans le document, nous avons présenté l'historique de la décolonisation. D'où est-ce que nous sommes déjà partis pour arriver à l'aide internationale. Mais nous allons quand même tâcher d'évoquer Nkrumah parce qu'il ne me semble pas que j'ai évoqué Nkrumah. Nous allons tâcher de l'évoquer, de le compléter dans ce que nous avons déjà dit dans le document entier. Donc, merci pour votre contribution, nous apprécions. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et je pense que Moustapha est en train d'évoquer les perspectives socio-culturelles qui influencent ce sujet contemporain. Merci beaucoup les collègues. Est-ce qu'il y a... Oui, Moustapha, tu voulais dire quelque chose? Oui, en fait, tu as bien résumé, et puis j'apprécie aussi l'attitude de Dr. Jean-Cédric aussi. Hein. Je pense que si c'est normal, je suis qu'il a étudié ça, mais la perspective, comme vous l'avez décrit, socioculturelle et historique me semble incontournable
et ça peut éclairer beaucoup de choses sur le cheminement que nous allons prendre pour vraiment, en Afrique de l'Ouest, qu'on ait une base solide sur laquelle nous allons travailler pour nous, je veux dire, pas pour nous, mais pour les communautés aussi. Merci. Merci à Jim. Vous avez bien compris un peu mes commentaires, mais la présentation en soi, elle est tout à fait pertinente et je l'apprécie beaucoup, Jean-Cédric. Merci pour vos efforts. Merci. Merci beaucoup les collègues. Est-ce qu'il y a d'autres contributions? Sinon, je tiens à vous remercier pour votre temps, pour votre perspective. Merci aussi, Dr. Jean-Cédric. Certainement, quand le rapport serait à un état un peu évolué, comme je peux dire, nous allons une fois de plus vous convoquer quelques participants pour encore interroger le contenu de ce rapport, juste pour s'assurer que vers la fin ou à la fin, le rapport que nous aurions serait très, très utile pour nous et pour les générations à venir. Et donc, ce webinaire a été organisé dans le cadre du Ringo Learning Festival. Et juste pour vous dire que ce festival continue demain, ça continue demain, et nous aurions quelques activités qui sont tellement intéressantes pour nous. Il y a ces perspectives à partir de midi jusqu'à 13h30 GMT. Il y a les 2 séances parallèles qui portent sur qu'est-ce que les bailleurs de fonds peuvent faire différemment. Qu'est-ce que les bailleurs de fonds peuvent faire différemment. Et aussi, il y a une séance qui How can we transform leadership and governance in INGOs? Comment est-ce qu'on peut faire une transformation véritable dans le leadership et la gouvernance dans les OING. Et aussi, à partir de 13h45 jusqu'à 15h15, nous aurions 2 séances parallèles. Un portera sur How can we revolutionize accountability and measurement? Comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut améliorer la redevabilité et l'évaluation de ce que nous sommes en train de faire. Et aussi une séance qui va porter sur comment est-ce qu'on serait plus en solidarité dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et il y aura une séance à partir de 15h jusqu'à 16h30 qui va promouvoir la collaboration, le réseautage entre tous les participants. Donc, restez en contact avec nous, participez dans toutes ces séances qui sont bien alignées pour nous demain et pourquoi pas après-demain, parce que c'est un programme qui est conçu pour nous et il faudrait que nous prenions place, nous participons et nous partageons nos perspectives dans toutes ces différentes séances. Et merci une fois de plus, Mustapha, pour votre engagement depuis toutes les séances de ces derniers jours, hier et aujourd'hui, et pour tous autres participants qui ont pu participer dans différentes séances depuis le début du conférence. Oui, on va prendre une dernière contribution du Kyogo. Kyogo, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Je voudrais vraiment remercier les organisateurs de cette rencontre-là parce que ça permet, je crois que ça doit être la 2e fois que nous traitons de l'aide sur ce forum-là. Je trouve ça assez intéressant et ça va permettre en tout cas aux différents États et bien entendu avec le concert avec la société civile de mieux améliorer en tout cas le processus de cette aide-là pour véritablement amorcer le développement de l'Afrique. C'est ce que je tenais à dire simplement. Merci et puis excellente soirée à vous. Merci beaucoup, Kyogo. Et je pense que c'est avec ces belles paroles que vous avez partagées avec nous que nous allons dire merci à tout le monde. Bonne nuit, merci pour votre temps. C'est vraiment trop tard chez vous au Cameroun où se trouve Dr. Jean-Cédric.
Merci à vous tous et nous gardons le contact pour continuer à se collaborer pour promouvoir le développement dans notre continent, dans notre sous-région. Merci, au revoir et bonne nuit. Merci. Merci, M. Kim. Merci. Au revoir. Au revoir.